Nous nous retrouvons comme tous les jeudis pour la review du chapitre de One Piece. Bon, je dis jeudi, mais je ne sais même pas si cette vidéo va sortir après minuit. Bon, peu importe. Dans tous les cas, donc dans ce chapitre, nous avons déjà en page cover, évidemment, la prise de connaissance donc de la nouvelle prime de Luffy concernant les trois, avec les trois animaux donc qui ont combattu durant les 2 ans d'entraînement sur l'île qui se trouvait liée à celle de l'île des Kuja. Amazon Lily, et juste à côté donc Luffy s'entraînait avec ce lion, cet alligator et le singe géant. Et pourquoi je vous en parle? Parce que je voulais relancer un peu la question aussi, entre autres, par rapport aux différentes formes que pourrait éventuellement avoir le Gear Force, le niveau 4 de Luffy. On a déjà vu le Poundman, qui rapproche beaucoup comme ça Luffy, je trouve, du gorille. Parce que bon, un gorille, c'est vrai que ça peut rester immobile, mais ça saute beaucoup aussi. Bon, peut-être il y a un rapport. Mais pourquoi je vous en parle? Parce que je me suis dit que les formes éventuelles du Gear Force de Luffy avaient peut-être un rapport avec les animaux qu'il a affrontés. Il a dit qu'il a développé cette forme de niveau 4 là pour pouvoir survivre sur cette île, tu vois. Donc c'est en combattant ces 3 animaux, entre autres, qu'il a trouvé cette forme. Et je me suis dit aussi que, vu que la forme du Poundman comme ça a un nom, j'imagine que c'est parce qu'il y a différentes variations de la technique. Tu vois, pas de Poundman, mais la technique où en gros Luffy justement se transforme par exemple pour le Gear niveau 3. Il dit la technique au départ c'est Kiniku Fuzen je crois. Non, pas Kiniku Fuzen. Enfin, ouais, je crois que c'est ça quand il donc inspire pour remettre de l'air donc dans ses os, alors que le Gear Force utilise surtout les muscles. Je crois que c'est ça. Le Gear 2 c'est par rapport à la pression du sang. Le 3 exploite les os et le 4 exploite les muscles, si j'ai bien compris. Et donc pour continuer ce que je veux dire, c'est qu'en gros éventuellement il aurait une forme qui se rapproche peut-être de celle de l'alligator et l'autre du lion. Donc peut-être alors que celle du singe donc a un équilibre entre la force, la défense ou quoi que ce soit, celle du lion pourrait avoir un rapport vis-à-vis de la vitesse et celle de l'alligator peut-être par rapport à la force brute, tu vois. Bon, c'est des idées, hein. Bon, je dis force brute, mais ça peut être d'autres trucs, peut-être des attaques perçantes ou quoi, parce que bon, Luffy, il a beaucoup des attaques écrasantes comme ça, mais il n'a pas d'attaques perçantes. Et les attaques perçantes qui sont par exemple le point faible justement de Luffy, c'est vraiment son point faible. On a eu par exemple un exemple sur l'île des hommes poissons, par exemple Luffy malgré son haki n'a pas pu résister à les attaques et les morsures donc de Hoodie Jones. Bon, c'est un exemple. Voilà, je voulais juste vous poser la question éventuellement si vous étiez aussi un peu dubitatif par rapport donc à ces formes que pourrait avoir donc le Gear Force. Bon, alors pour revenir donc au chapitre, la semaine passée on en était resté sur la question qui était donc la personne qui attendait donc sur l'île Luffy. On se rend compte que visiblement c'était donc Sanji donc qui ne les attend pas et qui se promène un peu dans l'île. Entre temps on a aussi Pedro donc qui va se casser pour récupérer éventuellement une copie du Road Poneglyph que possède Poneglyph donc que possède Big Mom, mais il n'est pas seul puisqu'il est également accompagné de Brook. Et je me dis c'est plutôt pas mal puisque Brook est censé être plus ou moins théoriquement immunisé à la capacité de Big Mom, donc ça peut être une grande révélation que voir ce personnage qui est trop sous-estimé et inutilisé pour l'instant être relativement très utile face à un des pirates les plus puissants du monde. Donc voilà, j'attends de voir. Et puis par rapport aussi à la question, est-ce que Pedro est un traître? Est-ce que Pedro est lié à Kaido? Est-ce que ce serait lui qui aurait par exemple donné la localisation de l'île donc à Jack et les autres? Parce que bon, jusqu'ici, c'est vrai qu'on n'a pas eu donc de véritable réponse par rapport à ça. On ne sait pas comment Jack à la base a trouvé l'île. Même c'était une question qui avait soulevé aussi Inuarashi quand Luffy et les autres se sont cassés de l'île, vous voyez. Alors c'est vrai que d'un côté, oui, ce serait logique parce que bon, quand tu regardes Pedro, c'est sûr que tu sens qu'il a un petit secret au début. Je pensais que c'était uniquement par rapport à son passé, mais on voit bien que même comme ça, on a cette sensation qui nous cache quelque chose. C'est un truc que vous avez évidemment remarqué assez rapidement. Et c'est assez drôle, surtout que par rapport à Pudding, par exemple, la meuf elle est présentée comme étant quelqu'un de très gentil, mais avec ce chapitre, par exemple, j'ai l'impression qu'en fait elle a aussi trahi Luffy. Je vous l'avais déjà dit hein, par rapport à la flotte, hein, l'histoire de la flotte, on avait beaucoup trop d'alliés comme ça d'un coup pour qu'on n'ait pas à un moment donné quelqu'un qui décide de le trahir. Je sais que la flotte en elle-même ne risque pas de le trahir, mais je me dis que à force de trop donner d'amis, de trop mettre de compagnons, d'ajouter des compagnons comme ça à Luffy d'un coup, je me suis dit qu'on va se mettre un peu en confiance dans le sens, voilà, c'est bon, Luffy, c'est sûr, il attire tout le monde, il attire que les gens gentils, mais je me dis aussi que Luffy à un moment donné attire aussi les traîtres. Mais ces traîtres-là ne sont pas forcément destinés à rester des traîtres. Hein. J'imagine que si Pedro par exemple trahit donc Luffy, forcément qu'il va pas rester un traître et méchant, il va se rendre compte de sa connerie, il va essayer de se racheter. Vous comprenez, genre le truc de rédemption, quoi. Voilà, c'est un truc qui est censé arriver avec tous les traîtres qui sont liés en général aux protagonistes d'une histoire. Bon, donc du coup le reste de l'équipage s'aventure sur une île qui est composée uniquement de bonbons et personne se pose la question s'il est sain ou pas de manger ce qui se trouve dans l'île. Bon, c'est vrai que par réflexe, avant ils se sont dit ouais on va manger ce qu'il y a sur l'île, cacao, etc. Mais là c'est une île qui a l'air plus ou moins sauvage, enfin inhabitée en grande partie. Sur l'île donc en gros ils se promènent, donc ils tombent déjà sur une sorte d'alligator ou crocodile géant qui essaie de les bouffer, mais qui change d'avis en voyant que c'est des humains. Sur le moment ça m'a bien fait rire, j'ai pas vraiment compris. Nami d'ailleurs qui s'étonne encore de voir des trucs comme ça alors que putain dans leur équipage il y a des hommes visons là, il y a des minkmen putain de merde, franchement, comment tu peux être encore surpris après avoir vu des chiens et des chats parler et que dans ton équipage t'as carrément une sorte de tanuki? Bon, je dis un tanuki évidemment que Chopper n'est pas un tanuki, mais donc un homme reine quoi, un reine humain ou un reine homme, reine... ouais enfin c'est plus reine, bon peu importe, mais en gros vous comprenez l'idée.
Donc entre temps ils se font également attaquer par une sorte de homme lapin comme ça qui est sur un cygne je crois ou un flamant, flamant rose je sais pas. Non mais en gros c'est un homme lapin je crois, il portait un costume qui leur est assez badass. Est-ce que c'est encore en lien par rapport peut-être au lapin vous savez qui se trouve dans le conte d'Alice au pays des merveilles là. Bon je dis ça maintenant ça peut-être aussi aucun rapport vu qu'on a déjà Carotte par exemple qui fait office de lapin ou lièvre bon peu importe. Bref et il faut savoir aussi que cet ennemi donc qui a essayé de tuer Nami ou Carotte je sais plus lequel il attaquait eh bien était un personnage je crois qu'on avait aperçu parmi ceux qui étaient en train de récupérer donc des ingrédients pour la tea party de Big Mom, on les avait entrevus je pense. Pas sûr parce qu'on n'avait pas on n'avait pas vraiment de plan très clair, mais je reconnais l'animal sur lequel donc se trouve justement cet homme, enfin cette créature mystérieuse. Bon, alors après donc on a un événement assez intéressant puisqu'on croise donc un double de Luffy qui cette fois-ci est une sorte de copie mais inversée dans le sens où la cicatrice par exemple qu'il a sous l'œil est dans l'autre position, alors que justement le sorte de Sanji lui est une copie parfaite parce que je pense qu'au niveau de ses sourcils tout est parfait. Donc là on a un clone on va dire qui est une copie parfaite de Luffy avec justement son caractère et même ses techniques et visiblement sa force vu que Luffy justement allez combat il y en a aucun qui est repoussé vous voyez. Alors que Sanji, lui, il se promène, disparaît, réapparaît comme ça, comme par magie. Et en plus de ça, à un moment donné, quand il essaie de l'appeler, justement, Sanji, enfin le faux Sanji, il y a le petit, il y a les trois petits traits au-dessus de ta tête, genre tac, 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 comme ça, les trois traits. Tout droit qu'il y a au-dessus de sa tête qui signifie évidemment qu'en gros il se rend compte qu'on l'appelle. Donc justement avant ce faux Sanji n'avait pas vu qu'on l'appelait ou alors il se dit ah quoi vous me parlez à moi mais il ne dit rien donc, du début à la fin. D'ailleurs je crois même qu'il était en train de sucer un bonbon, enfin une sucette ou un truc comme ça. Ça m'a fait rigoler sur le coup parce que ça me rappelle beaucoup justement la censure qui avait été appliquée dans la version américaine de One Piece. Parce que dans la version américaine vous voyez, enfin la version originale pardon, Sanji fume. Et dans la version censurée, évidemment, ils pouvaient pas laisser passer un personnage qui fume. Et donc, logiquement, ils ont remplacé donc sa cigarette, donc qui est toute blanche, par un bonbon que Sanji a toujours en bouche. Donc, du coup, tu vois juste la tige blanche qui dépasse, tu vois pas le bonbon. Mais parfois, genre, t'as des scènes où justement, t'as Zoro qui essaie de voir de quoi est constitué le bonbon de Sanji. Tu vois des trucs illogiques, hein, parce qu'en gros, Sanji a toujours un bonbon dans la bouche. Ça m'a fait rigoler. D'ailleurs, je vous recommande sur YouTube, vous avez qu'à écrire censor, enfin censor chip ou censure espace One Piece, tu vois, et tu trouves plein de scènes vraiment marrantes. Vous voyez à quel point les gens des studios d'animation, enfin des studios d'animation, les studios de distribution, enfin peu importe, mais en tout cas certaines sociétés américaines sont prêtes à tout pour censurer certaines scènes qu'ils trouvent un peu inacceptables. Hein. Bon, rappelez-vous dans Dragon Ball Z par exemple, le Mister Popo il est pas noir mais il est bleu, tu vois. Bon, excusez-moi. Pour en venir donc au chapitre. Tout le monde est un peu perdu parce que bon ils savent pas que c'est voilà ils comprennent pas pourquoi il y a un clone de Luffy ou un deuxième Sanji. Alors il y a plusieurs possibilités, ça peut être évidemment un possesseur du fruit du démon qui est présent et qui essaie de jouer avec eux. Maintenant quel est l'intérêt de créer un Sanji justement qui a l'air d'être aussi allez, identique à l'original, alors que tu as un autre Luffy qui lui est une copie un peu imparfaite, tu vois. Est-ce que c'est parce qu'il y a des restrictions par rapport à la technique, ou genre plus il crée de clones, plus les clones deviennent imparfaits, genre on remarque que c'est des faux. Voilà, il y a plein de possibilités, ou alors c'est parce qu'en mangeant des saloperies sur l'île, il commence à avoir des hallucinations ou un truc comme ça, ce que j'en doute, parce que bon, c'est vrai qu'à un moment donné, il y en a qui voient le faux Sanji, d'autres ne le voient pas. Voilà, je sais pas trop, est-ce que c'est parce que en mangeant trop les bonbons de l'île, ton cerveau commence à péter un câble, parce que bon, jusqu'ici, Chopper et les autres, on en mangeait beaucoup. Je sais pas si Nami en a mangé elle-même. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, ce que je veux dire aussi, c'est que voilà, ils sont donc sur une île qui, en plus de ça, vous voyez à la fin du chapitre, les arbres décident justement de jouer à un jeu de la mort. En gros, ils veulent pas laisser passer, enfin se casser donc et sortir de la forêt, donc Luffy et compagnie. Donc du coup, ils vont s'amuser à essayer de les tuer. Est-ce que c'est par rapport à un ordre de Big Mom, ce qui sous-entendrait justement que Pudding les a trahis et donc les a dénoncés, ou alors c'est juste que voilà, ils sont sur une île, ceux qui sont là, genre les arbres, ils se disent voilà, c'est des visiteurs simples et on fait comme d'habitude, on essaie de les tuer, tu vois. Voilà, ça peut être ça, hein, ça peut être la forêt elle-même qui a décidé de le faire sans forcément qu'on leur donne d'ordre, ou alors c'est parce que voilà, c'était prévu. Maintenant, si c'était forcément prévu, je pense pas qu'on les aurait laissés avec simplement voilà la nature, la faune et la flore les tuer, tu vois. Bon, effectivement, il y a un gars qui les a attaqués et qui travaille pour Big Mom, mais le mec c'est un peu cassé, il a pas cherché à insister et surtout il est seul. Il doit bien se douter que face à un Luffy qui est quand même un homme relativement puissant puisqu'il a vaincu Doflamingo, il faudrait quand même des trucs, enfin des gens plus puissants que ça, vous voyez, ou alors il sous-estime encore Luffy et compagnie, ce que je trouverais assez chiant et dommage, parce que bon à ce stade-ci, putain, il faut justement, tu peux plus faire les erreurs pour quelqu'un comme Big Mom, elle peut plus faire l'erreur de sous-estimer des gens. Je comprends qu'elle pour elle se considère comme étant plus forte et logiquement elle est plus forte, mais il n'empêche que voilà, c'est Luffy, je veux dire, elle se rend compte que le gars il a survécu à énormément de trucs, hein, et que quelque part il faut quand même prendre ses précautions. Voilà. Donc les possibilités concernant les doubles évidemment sont multiples. Est-ce que c'est forcément, enfin je pense que c'est forcément quelqu'un évidemment qui a rencontré Sanji. Il ne peut pas forcément créer un clone aussi parfait comme ça sans l'avoir rencontré. Ou alors c'est parce que la personne qui a créé ce clone ou l'origine du clone, la personne qui, enfin la chose qui est à l'origine du clone, voilà, il y a un truc par rapport à Luffy qui est différent de Sanji. C'est pour ça que sa copie est différente. Quoi qu'il en soit, ces copies peuvent être dangereuses parce que vous avez vu, elles utilisent donc les mêmes techniques. Elles utilisent le Gatling Gun, qui est donc la technique de Luffy. Et bon, si ce clone avait utilisé la technique sur quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui se serait passé? Ou alors le clone ne peut interagir
interagir que avec Luffy ou que pour Luffy, je ne sais pas trop, faut voir comment ça se passe. Donc beaucoup d'interrogations, pas vraiment de réponse pour l'instant. Alors aussi un petit élément que j'ai oublié de préciser dans la vidéo, c'est par rapport évidemment à la personne géante qui était enterrée. On n'a pas vraiment plus d'informations sur elle, on ne sait même pas comment ça se fait qu'elle était là. Hein, bon, je dis elle maintenant, il y a de grandes chances que ce soit effectivement une fille, puisque bon, elle a un ruban, je crois aussi, et je sais pas si elle a du rouge à lèvres, mais en tout cas, vu sa gueule, j'ai l'impression qu'elle est effectivement une fille de Big Mom qui est présente pour le fun, j'en sais rien, même si elle a l'air d'être très gourmande comme sa mère. Un autre élément, c'est aussi par rapport au nom des bois que j'ai oublié de préciser, qui étaient donc les bois séduisants. Donc un bois séduisant selon le nom, bon, on comprend bien que c'est parce que voilà, il est fait évidemment de sucreries, donc c'est un peu normal qu'il attire les gens. Pourtant, évidemment, le contraste est fait par rapport au danger que représente cette forêt, surtout que les boussoles ne fonctionnent pas dans cette forêt. Et ça me rappelle beaucoup la forêt qui se trouve justement au pied du mont Fuji, qu'on appelle la forêt d'Aokigahara, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, où justement la boussole est supposée ne pas fonctionner et qu'il y a beaucoup de gens qui crèvent. Enfin voilà, c'était juste pour préciser, peut-être qu'il y a un petit clin d'œil aussi par rapport à ça. Voilà, sur ce, c'est tout ce que je voulais dire sur ce petit point info que j'ai oublié de préciser. Voilà, la review donc va s'arrêter ici parce qu'effectivement c'est un chapitre assez d'exposition, on découvre un peu les lieux et tout, ça me rappelle beaucoup le début de l'arc Skypiea. Quoi qu'il en soit, donc je voulais vous poser aussi une question, la petite question du jour, hein, je ne vais pas faire ça à chaque fois mais je me la posais parfois, je vous la pose à vous. Que se passe-t-il si un utilisateur de Haki, donc enduit de Haki son point, et tape par exemple un utilisateur de fruit du démon qui recouvre son corps d'une matière qui est dangereuse? Genre par exemple, si on a un utilisateur de Haki, recouvre donc son point de Haki, et il tape dans le ventre de par exemple Akainu ou même Magellan qui recouvre leur corps donc de lave ou de poison, hein, de poison vraiment liquide gluant. Donc ça veut dire que quand il donne le coup de poing, normalement la matière recouvre leur bras, ce qui peut les blesser. Mais est-ce qu'avec le Haki, justement, Luffy, s'il recombattait Magellan, pourrait être totalement immunisé contre le poison, en oubliant le fait qu'il risque d'être empoisonné, mais dans le sens où le poison par exemple le brûle. Hein, parce que bon, le poison, il peut nager dedans, ça va quand même le brûler, mais il n'y aura pas de résidu de poison sur lui, logiquement, même s'il est immunisé, vous comprenez. Ou même par rapport au magma, tu vois. Bon, après, on pourrait dire, ouais, mais rappelle-toi de Ace, etc., il l'a attaqué comme ça. Bon, à cette époque-là, le Haki n'était pas encore assez développé dans l'histoire, bien qu'il existait déjà, il y a beaucoup d'incohérences qui peuvent être dites, parce qu'à la base, il y a pas de, le Haki n'avait pas de véritable présence graphique, dans le sens où on savait pas quand un personnage utilisait ou pas. Actuellement, on peut, parce que voilà, vous voyez le truc noir qui recouvre leur corps. Mais avant, on ne savait pas, donc on ne savait pas quand tel ou personnage utilisait le Haki, genre Barbe Blanche qui transperce Aokiji, alors qu'en fait Aokiji esquive, hein, enfin Aokiji esquive, mais comme Akainu pareil, certains se disaient comment ça se fait qu'il se fait blesser par les utilisateurs de Haki et il arrive quand même à, voilà, tu vois, à se remettre et tout. Bon, il y a plein de trucs différents, mais je vous pose la question, donc qu'est-ce qui se passerait si tu as un point de Haki qui touche quelqu'un qui a un corps recouvert, donc d'une substance dangereuse. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de One Piece. Donnez-moi votre avis par rapport à Pedro, éventuellement un traître, la question donc du Guild Force, qui est donc qui sont à l'origine donc de ces clones, de ces copies ou peut-être même de ces illusions, quoique ce serait un peu difficile d'avaler ça parce qu'ils ont des consistances physiques. Est-ce que c'est un fruit du démon? Est-ce que c'est un empoisonnement? Est-ce que Pudding donc les a vendus trahis? Et même ma petite question donc par rapport au Haki. Voilà, donc éventuellement répondez à ça en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de One Piece et moi je vais retourner regarder Hunter x Hunter que je rattrape.